Nous sommes heureux d'accueillir Karima Bennoune, qui va nous parler, entre autres, de la fatwa, mais surtout du fait qu'elle ne s'applique pas dans nos pays. Cette conférence sera donc dite par Karima, qui a un palmarès très intéressant. Est-ce que je vous le redonne? Je vais oublier des choses. Donc, elle est professeure de droit. Elle est chercheuse pour le programme Martin Luther King à la faculté de droit Davis de l'Université de Californie. J'ai fait semblant de savoir parler américain de Davis. Elle a été nommée rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels en octobre 1915. Et elle a reçu le prix Dayton de littérature pour la paix en 2014 pour son ouvrage intitulé « Votre fatwa ne s'applique pas ici ». Ce n'est pas en tant que rapporteuse qu'elle vient nous parler, c'est en tant qu'auteur, en tant que chercheuse, en tant que femme de droit qu'elle est devant nous pour nous expliquer pourquoi la fatwa ne s'applique pas ici. Vous avez ensuite Francis Vanet qui représente le CREAL. Puisque vous êtes là, je ne vais quand même pas vous reparler du CREAL. Vous savez tous que c'est le comité de réflexion et d'action laïque. Nous avons eu, il n'y a pas si longtemps de cela, une fort intéressante conférence de Myriam Eliluka. Aujourd'hui, c'est Karima Bennoune, et cela vous est présenté par Francis Vanet au nom du CREAL. C'est un formidable travail d'enquête, écrit à la première personne, qui nous fait entrer dans la réalité, la diversité, l'humanité, la difficulté, les dangers, pour parler par euphémisme, des combats contre le fondamentalisme de dizaines de personnes, surtout des femmes, dans une trentaine de pays. Avant de donner la parole à Karima Bennoune, quelques mots sur le CREAL 76. Nous travaillons depuis 16 ans dans ce département au rassemblement de celles et ceux qui conçoivent la laïcité comme un principe politique fondamental d'une société démocratique. Nous sommes honorés, bien sûr, d'accueillir Karima Bennoune pour cette conférence, un combat universel contre le fondamentalisme et pour les droits humains, que nous organisons avec le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'être venu ce soir. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Et je tiens tout d'abord à remercier de tout cœur CREAL 76 pour l'accueil chaleureux. Et je remercie aussi la ville de Rouen. C'est vraiment un très grand honneur d'être dans cette médiathèque super qui porte le nom de la grande militante et intellectuelle Simone de Beauvoir. Et surtout, je suis heureuse d'être parmi vous pendant cette année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense que c'est un moment très important pour continuer notre travail sur les questions de la laïcité et des droits humains. Donc, ce que je compte faire ce soir, c'est de parler tout d'abord de ma vision de la question des fondamentalismes au niveau international, c'est-à-dire plusieurs formes de fondamentalisme en tant que question des droits humains. Et moi, aux Nations Unies, officiellement, on dit droits de l'homme, mais moi, je préfère droits humains, c'est le terme que j'utilise. Et après, ensuite, je vais passer à la question des opposants à un de ces intégrismes, c'est-à-dire les opposants sur le terrain, et puis on passe à certaines régions après avec des histoires des militants. Donc, pour commencer, il me semble que c'est clair que la montée du fondamentalisme et de l'extrémisme sous leurs diverses formes constitue aujourd'hui une grave menace pour les droits humains, parmi les plus graves. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais c'est parmi vraiment les graves menaces au niveau international. Et c'est vraiment un problème partout dans le monde. Et ça pose des problèmes croissants auxquels il faut répondre d'urgence, et aussi il faut répondre selon une approche fondée sur les droits humains. Et je vais expliquer un peu ce que je veux dire sur ce. Nous avons à mener partout dans le monde aujourd'hui un combat pour défendre la liberté intellectuelle et la rationalité, qui en est le socle. Qui plus est, les conceptions fondamentalistes et extrémistes reposent intrinsèquement sur le rejet de l'égalité et de l'universalité des droits humains.
d'où la nécessité d'une action dans le domaine des droits humains reposant sur une défense sans faille de ces principes, c'est-à-dire toujours souligner le principe de l'universalité dans la lutte contre les intégrismes. On retrouve des thèmes communs parmi les atteintes fondamentalistes et extrémistes aux droits culturels dans toutes les régions du monde. C'est pas un problème qui appartient à un parti du monde, pas du tout. Ces atteintes passent souvent par des tentatives d'ingénierie culturelle visant à remodeler la culture à partir des conceptions monolithiques du monde, centrées sur des concepts comme la pureté et sur l'inimitié envers l'autre, la surveillance des comportements au nom de l'honneur et de la modestie, la revendication d'une entre guillemets supériorité culturelle et morale, l'imposition d'une prétendue entre guillemets encore vraie religion ou culture authentique, ainsi de codes vestimentaires et comportementaux souvent étrangers à la culture vécue des populations locales, la répression de la liberté d'expression artistique et la restriction de la liberté scientifique. Elle vise aussi à limiter l'exercice des droits des femmes et à restreindre les droits sexuels et procréatifs de tous. Divers fondamentalistes religieux ont cherché à sanctionner toute expression culturelle opposée à leur interprétation, et je souligne leur interprétation de la religion, par des lois sur le blasphème, des lois sur la famille discriminatoires à l'égard des femmes, des campagnes de harcèlement, une éducation éloignée des normes des droits humains, des violations des droits humains et des actes de violence pure et simple. Pour citer la définition de la grande sociologue algérienne Mariameh Elie Lucas, qui vous a rendu visite avant moi, pour moi, les fondamentalismes sont des mouvements politiques d'extrême droite qui, dans le contexte de la mondialisation, manipulent la religion, la culture ou l'origine ethnique afin de parvenir à leurs objectifs politiques. Et il me semble que c'est tellement important de comprendre ce côté politique des mouvements fondamentalistes, et il faut avoir une réponse politique aussi en même temps. Bien sûr, il y a un lien avec la religion, avec certaines interprétations de la religion, mais ce sont vraiment des mouvements politiques, avec des buts politiques, avec des armes politiques, et parmi ces armes, l'utilisation d'un discours religieux. Des fondamentalismes sont apparus dans toutes les grandes religions du monde. Et il faut vraiment s'en souvenir de ça. Ce n'est pas seulement un problème de certaines religions. On trouve des fondamentalismes aujourd'hui dans le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, l'islam et le judaïsme, ainsi qu'ailleurs. Étant donné les revendications religieuses de ceux qui les prônent, toute contestation est particulièrement difficile et dangereuse. À chaque fois, ces mouvements représentent un phénomène minoritaire, c'est très important de comprendre, à part au sein des grands courants religieux, même s'ils s'en inspirent sélectivement. Aucune religion n'est fondamentaliste par essence, et ça aussi c'est très important de souligner. Aucune religion n'est fondamentaliste par essence, et on ne saurait non plus imputer des vues fondamentalistes à l'ensemble des fidèles de quelque religion que ce soit. En même temps, et ça revient sur quelque chose que Francis a dit très important, en même temps, l'opposition au fondamentalisme ne s'apparente pas à une position anti-religieuse. C'est-à-dire, on peut avoir des positions religieuses, les gens ont tout à fait le droit, mais l'opposition au fondamentalisme ne s'apparente pas à une position anti-religieuse. Tant les croyants qui ne se conforment pas aux dogmes fondamentalistes, y compris des membres du clergé, que les non-croyants ont souvent été la cible des mouvements fondamentalistes. Les uns et les autres ont joué des rôles très importants dans le combat pour les droits humains et contre le fondamentalisme. Et là, vous voyez des femmes hindoues en Inde qui militent pour le droit d'avoir accès au temple en tant que femmes. Et vraiment, elles doivent se battre contre l'extrême droite hindoue qui est bien sûr au pouvoir
en Inde actuellement. Les groupes fondamentalistes cherchent souvent à imposer une version politisée de la religion qui est étrangère aux populations locales, en vue d'éliminer les pratiques religieuses et culturelles telles qu'elles sont vécues. Ça aussi, c'est très important à souligner parce qu'on a tendance dans le milieu universitaire, par exemple là où je suis, de dire que ce sont des mouvements traditionnels. Pas du tout. C'est autre chose. Parfois, vraiment, ils essayent de changer les pratiques, certaines pratiques culturelles, traditionnelles, surtout les pratiques syncrétiques. Les groupes fondamentalistes aussi peuvent franchir les frontières physiquement et virtuellement et recruter, lever des fonds, former et agir dans nombre de pays différents simultanément. C'est vraiment un phénomène international. On dit parfois que ce sont des mouvements qui s'opposent aux mondialisations, mais vraiment, par contre, ça fait partie d'une forme de mondialisation, à mon avis. Et en même temps, une riposte transnationale qui ne se limite pas à un État agissant seul est donc indispensable. Et pour moi, c'est très important de voir la question des fondamentalismes, des extrémismes dans le contexte mondial, global, actuel. Les gouvernements ne doivent pas faire l'erreur de penser qu'ils peuvent utiliser un prétendu extrémisme non violent dont les orientations sont souvent discriminatoires à l'égard des femmes et des minorités, ce qui attise la violence contre ces groupes, comme moyen de lutter contre ce qu'ils appelleraient l'extrémisme violent. On entend beaucoup cette idée qu'il faut utiliser l'extrémisme entre guillemets non violent comme arme contre l'extrémisme violent, et pour moi c'est vraiment un paradigme très dangereux. Ce sont surtout les femmes qui paient le prix de ces graves erreurs de jugement. Les acteurs extrémistes ne seront effectivement désarmés que si leur idéologie est systématiquement contestée et désavouée. Et encore une fois, cette question d'idéologie est très importante à souligner. Ce lien entre les idéologies contraires aux normes des droits de l'homme, des droits humains, et les pratiques qui violent ces droits est la raison pour laquelle les Nations Unies ne s'est pas préoccupée seulement des violences liées à l'apartheid, mais s'est employée à déloger l'idée même de supériorité raciale. Et il me semble qu'il faut avoir vraiment la même vision, il faut avoir le courage d'assumer le combat idéologique tout en respectant la liberté de conscience, la liberté de penser. Mais vraiment, il faut se focaliser pas seulement sur la question de la violence extrémiste, mais sur la question de l'idéologie. Le fondamentalisme et l'extrémisme sont des problèmes qui relèvent des droits humains. Il est essentiel de ne pas faire porter seulement les efforts sur leurs conséquences pour la sécurité, mais aussi sur leurs incidences sur un grand nombre de droits, y compris les droits culturels sur lesquels je travaille. Mais comme vous avez souligné, je prends la parole ici à titre personnel. Et il faut adopter, pour y remédier, une démarche fondée sur les droits humains, pas seulement une démarche sécuritaire. C'est très important. La laïcité est également un élément déterminant dans la lutte contre les idéologies extrémistes et fondamentalistes qui visent les femmes et qui visent tout le monde, en particulier les idéologies fondamentalistes qui se réclament d'une religion. Elles ménagent, surtout aux femmes et aux minorités, mais vraiment à tout le monde, un espace qui leur permet de critiquer ces idéologies et d'exercer leurs droits culturels sans discrimination. La laïcité se manifeste sous diverses formes, et c'est très important de comprendre ça au niveau international. La laïcité n'appartient pas à une région du monde ou un pays. C'est un phénomène international. Il faut parler des laïcités, c'est-à-dire au niveau international. En anglais, on dit secularisms avec un S. Elle n'oppose pas les croyants et les laïcs, mais les anti-laïcs et ceux qui ont des valeurs laïques. Et moi, j'essaie à plusieurs reprises de répéter ça dans mon travail personnel et dans mon travail officiel aussi. Et je peux vous dire, peut-être vous savez, mais dans le monde anglophone, c'est assez difficile de prendre ces positions en ce moment, mais il me semble que c'est essentiel.
J'ai beaucoup apprécié le slogan du Créal 76, lier la laïcité au combat social. Je pense que c'est une vision très importante, parce que l'art, l'éducation, la science et la culture font partie des meilleurs moyens de combattre le fondamentalisme et l'extrémisme. Loin de constituer un luxe, ils sont indispensables pour ouvrir d'autres perspectives, donner un espace à la contestation pacifique, promouvoir l'intégration et protéger les jeunes de toutes les formes de radicalisation. Tandis que l'extrémisme et le fondamentalisme progressent, on assiste un peu partout à une augmentation des dépenses militaires et à une diminution des fonds culturels. Au minimum, la recommandation du UNESCO visant à ce que 1% des dépenses publiques totales soient utilisées pour la culture doit absolument être respectée. Et c'est très important dans les luttes contre les fondamentalismes. Divers fondamentalistes adoptent souvent une tactique commune au niveau international pour contrarier les progrès dans la protection des droits humains, en particulier des droits des femmes et des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Différentes manifestations du fondamentalisme et de l'extrémisme, notamment les fondamentalismes chrétiens et musulmans ou encore les ultranationalismes hongrois et russes, qui sont apparemment des adversaires politiques, vraiment, à vrai dire, se renforcent souvent, mutuellement, par une radicalisation réciproque, pour utiliser le terme de Julia Ebner. Leurs discours et leur vision du monde sont analogues. Ce ne sont pas vraiment des ennemis. Leurs actes de violence semblent coïncider chronologiquement et chacun se sert des actes de l'autre pour justifier les siens et gagner des soutiens. Dès lors, le combat des droits humains contre chaque manifestation de fondamentalisme ou d'extrémisme, loin d'être en concurrence ou en contradiction avec la lutte contre d'autres manifestations, en est complémentaire. Il nous faut rompre ce cercle vicieux qui risque de laisser la jeunesse du monde entier face à un paysage politique sinistré dans lequel le choix sera réduit à des extrémismes concurrents. Moi, je trouve, par exemple, actuellement aux États-Unis, que la gauche parfois fait une grave erreur en pensant que ce n'est pas possible de lutter contre, par exemple, l'islamisme, parce qu'on lutte en même temps contre l'extrême droite américain qui est anti-musulman, qui est raciste, anti-immigré. Il faut lutter contre les deux extrémismes à la fois. C'est difficile, mais il faut agir sur des axes multiples en même temps. Il faut vraiment mener des luttes multidirectionnelles en ce moment, ce qui n'est pas du tout facile, mais il me semble que sans cette idée, cette vision, ça va être vraiment très difficile de réussir. La société civile joue un rôle décisif dans la lutte contre le fondamentalisme et l'extrémisme en utilisant diverses stratégies. Ici, vous voyez des femmes au Royaume-Uni, des femmes d'origine d'Asie du Sud au Royaume-Uni qui manifestaient pour soutenir l'écrivain Salman Rushdie. La société civile joue un rôle décisif dans la lutte contre le fondamentalisme et l'extrémisme en utilisant diverses stratégies. Partout où des mouvements fondamentalistes et extrémistes sont actifs, il y a aussi des opposants pacifiques à ces mouvements. Là, vous voyez en Algérie pendant les années 90. À titre d'exemple, Católicas por el Derecho a Decidir défend les droits des femmes dans toute l'Amérique latine à partir d'une interprétation féministe de la doctrine catholique et d'une série animée innovante intitulée Catolicadas. Vous pouvez trouver Catolicadas en ligne, c'est très intéressant. Elles ont fait une série de bandes dessinées contre l'intégrisme catholique, mais utilisant un langage, un vocabulaire catholique, une théologie de libération. Néanmoins, la société civile est souvent contrariée dans ses capacités d'action par les restrictions à la liberté d'association, les arrestations, l'harcèlement, les menaces et la violence. Cela a constitué un grave obstacle au combat qui doit être livré impérativement
au fondamentalisme et à l'extrémisme. Les acteurs de la société civile qui s'opposent aux fondamentalistes ont besoin de ressources, de structures, de visibilité, des réseaux et de possibilités d'accès aux médias, de sorte que leurs efforts puissent cristalliser en une opposition plus systématique et institutionnalisée dont on a besoin. Bon nombre d'entre eux ont demandé que leurs efforts soient soutenus par une prise de position claire en faveur de la séparation de la religion et de l'État. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre. Donc maintenant, je passe au sujet des opposants dans la société civile, l'intégrisme, ce qu'on appelle ici en France l'islamisme. Moi, j'appelle fondamentalisme musulman, Muslim fundamentalism en anglais. Et je vais parler de mon livre, Votre fatwa ne s'applique pas ici. Et je dois peut-être commencer par expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc, je travaille en tant que professeur de droit international depuis de longues années sur les questions des fondamentalismes et des extrémismes, avec une vision, une approche droits humains. Mais je m'intéressais sur la question de l'islamisme et les opposants à l'islamisme depuis très longtemps pour des raisons professionnelles mais aussi familiales. Et il faut expliquer pourquoi cette femme avec cet accent américain s'intéresse autant à ce sujet. C'était pour moi, comme pour beaucoup de personnes, c'était vraiment pas un choix, c'était une réalité qui se présentait à ma famille. Parce que je suis fille de mère américaine et de père algérien. De là où vient le nom Karima Benoul. Et mon père, Mahfoud Benoul, que vous voyez ici, et vous pouvez visiter le site web que j'ai fait avec ses écrits, mon père, Mahfoud Benoul, était en prison pendant la guerre de libération, pendant les années 50, début des années 60, pour 4 ans et demi. Et puis, après l'indépendance, il a dû quitter l'Algérie parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le parti unique. Mais dans les années 70, nous sommes rentrés. Il est devenu professeur à l'université d'Alger parce que c'était tellement important pour lui de continuer à construire le nouveau pays. Et dans les années 90, il se trouvait parmi grand nombre des intellectuels algériens qui prenaient la parole ouvertement contre le terrorisme et contre l'extrémisme pendant une période où ça n'intéressait pas du tout le monde. Et vraiment, beaucoup des démocrates algériens étaient seuls dans ce combat. Et ça me touchait beaucoup de voir la souffrance de beaucoup de gens et le courage des gens. Ce qui me frappait, c'était que mon père était, comme beaucoup d'autres intellectuels algériens, gravement menacé, mais il continuait à prendre la parole ouvertement. Il écrivait des articles dans les journaux algériens. Vous voyez ici un article qu'il a écrit dans El Watan en 1994, période terrible de terrorisme. Et il a été gravement menacé, il a dû quitter la maison et enfin il a dû arrêter d'enseigner, mais il n'a jamais cessé de prendre la parole, d'ouvrir la bouche. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une leçon que j'ai tirée, parce que c'était pas que lui, c'était beaucoup des intellectuels, des journalistes, des militants, des militantes, des syndicalistes en Algérie. Et ça me rendait triste qu'au niveau international, si on savait un peu de ce qui se passait en Algérie, c'était qu'il y avait des terroristes. Mais on n'était pas du tout au courant qu'il y avait de l'autre côté des mouvements féministes qui allaient sur le terrain le lendemain d'un attentat kamikaze pour remplir le trou de la bombe avec des fleurs. Et pour moi, c'était vraiment très important de raconter ces histoires et de retrouver les mêmes démocrates ailleurs, dans les pays à majorité musulmane, qui mènent le même combat que les démocrates algériens des années 90 aujourd'hui, et d'essayer de leur apporter plus de soutien. Parce que je n'oublierai vraiment jamais la manque de solidarité au niveau international pour les démocrates en Algérie pendant les années 90, à part certaines initiatives, ici en France, en Italie. Donc, je voulais vraiment essayer d'apprendre de ce qui s'est passé en Algérie pendant ce que les Algériens appellent la décennie noire, mais de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, le combat actuel.
pourquoi est-ce que j'ai appelé le livre « Votre fatwa ne s'applique pas ici » Et on m'a posé la question, ici, ça veut dire où? Ça veut dire partout. C'est-à-dire, c'est un certain refus d'une vision théocratique. Et il y a des bons fatwas, il y a des fatwas négatifs. C'est pas pour prendre position contre tous les fatwas. Mais je vais vous expliquer d'où vient cette phrase, votre fatwa ne s'applique pas ici. Le titre vient d'une pièce du théâtre pakistanaise qui s'appelle Boulay, écrite par le dramaturge Shahid Nadim pour son groupe Adjoka à Lahore. Et ici, vous voyez Madia Gauhar, malheureusement qui est mort il y a quelques semaines suite à une maladie. Mais elle dirigeait cette compagnie de théâtre, Adjoka à Lahore. Et la pièce Boulay qu'ils ont montée raconte l'histoire de Boulay Shah. Boulay Shah était un soufi du XVIIIe siècle qui s'est opposé aux intégristes de son temps. Et dans une scène, dans la pièce, il y a un extrait là en anglais, les jeunes adeptes de Boulay Shah sont en train de jouer de la musique spirituelle soufi, qui est très importante dans la tradition soufi, qui s'appelle un qawwali. Et à cet instant, il y a un mullah qui essaie de les empêcher de continuer à jouer, en leur montrant le texte d'une fatwa, un décret religieux interdisant la musique. Et il y a un des jeunes qui chante, un jeune Sona qui répond « Vos fatwas ne s'appliquent pas ici ». Et j'ai tellement aimé cet esprit de résistance. Donc j'ai tiré mon titre de cette pièce pour rendre hommage à des siècles de résistance dans toutes ces régions. Et pour écrire votre fatwa, j'ai voyagé pendant 3 ans presque. J'ai interviewé presque 300 personnes de 30 pays, y compris l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Égypte, Gambie, Iran, Irak, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Sénégal, Tadjikistan, Tchétchénie, Palestine, Somalie, Soudan, Tunisie, entre autres. Je n'ai pas pu faire tous les pays, mais j'ai fait une vingtaine de pays. Vraiment, je dis à mes étudiants que j'ai fait quelque part l'université du monde, parce que j'ai tellement appris des gens que j'ai rencontrés. Et le livre, pour moi, se fixait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était dans le domaine de la documentation. C'était pour sauvegarder un peu l'histoire de ces luttes démocratiques en anglais, parce qu'il n'y avait pas de traces en anglais. Le deuxième objectif, c'était de susciter, comme j'ai dit, plus de soutien international auprès des démocrates d'aujourd'hui qui poursuivent ces luttes anti-intégristes dans des pays comme le Mali ou l'Afghanistan que vous voyez ici. Et je n'oublie pas ce que une des femmes que j'ai interviewées au Mali, Saren Keita, qui est juriste, ce qu'elle m'a dit. J'étais au Mali pendant l'occupation du Nord, c'est-à-dire en 2012. Je n'ai pas pu visiter le Nord, bien sûr, mais j'étais à Bamako et Saren Keita, maître Keita, elle m'a dit « Écoutez, c'est très dur de vivre ça seul. Si on a de la solidarité, ça rend la situation plus facile pour nous. C'est-à-dire c'est plus facile à vivre avec si on a cette solidarité. Donc je pense que c'est très important. Et enfin, le troisième objectif qui était aussi important pour moi, car je travaille aux États-Unis, c'était de changer les stéréotypes de certains Américains vis-à-vis des musulmans et des personnes de culture musulmane, en montrant une vision tout à fait différente de tous ces pays. Une vision différente de ce qu'on montre souvent dans la presse en Occident. Donc c'était vraiment pour lutter contre les stéréotypes. Et je souligne de certaines Américaines, je ne veux pas stéréotyper les Américains non plus. Parce que je trouve, après avoir fait toute cette recherche et rencontré toutes ces personnes, je trouve que c'est vraiment triste que tout le monde connaît l'histoire de Ben Laden. Tout le monde sait qui c'était Ben Laden, mais presque personne ne connaît les histoires de ceux et de celles qui, dans chaque contexte, ont lutté à risque parfois de leur vie contre les Ben Laden de leur pays. Et ça, à mon avis, il faut absolument changer. Malheureusement, à l'heure actuelle, en Occident, c'est surtout le cas dans le monde anglophone, vous pouvez me dire si c'est le cas ici, il me semble que c'est peut-être le même problème.
on se retrouve parfois devant un choix pénible entre deux discours, tout à la fois inacceptables. Un discours qu'on trouve surtout à droite et à l'extrême droite, qui mène à une forte discrimination contre les musulmans et les personnes présumées de culture musulmane. Parce que maintenant, on appelle tout le monde musulman, s'ils sont croyants, pratiquants ou pas, s'ils viennent d'une minorité religieuse ou pas, c'est-à-dire des personnes qui viennent de certaines régions, maintenant on les appelle des musulmans tout court. Donc à droite, on trouve, et à l'extrême droite, on trouve cette pensée discriminatoire. C'est vraiment injuste et c'est une pensée contre laquelle il faut mener un grand combat. Mais en même temps, malheureusement, parfois à gauche, c'est bien sûr pas partout à gauche, mais parfois à gauche, on trouve un discours tellement politiquement correct qu'il refuse de reconnaître la réalité de l'intégrisme et le problème énorme qu'il pose aujourd'hui contre les droits humains dans beaucoup de ces pays majoritairement musulmans. Ou pire encore, un discours qui fait l'apologie de l'intégrisme et du terrorisme, comme certains l'ont fait pendant la décennie noire en Algérie, et comme on a trouvé dans le monde anglophone, je peux vous dire en Californie par exemple, après les attentats terribles ici en France en 2015. Vraiment un discours de l'apologie dans le nom d'un certain anticolonialisme. Et en tant que fille de famille nationaliste qui a beaucoup souffert dans la guerre de libération de l'Algérie, j'ai absolument rejeté l'utilisation de cette histoire pour justifier le terrorisme aujourd'hui, qui est tout à fait inacceptable. Mon grand-père est mort pendant la guerre de libération et je dis toujours, il est mort pour plus de liberté, pas moins de liberté. Et le combat pour moins de liberté, c'est le combat des islamistes. Ça n'a rien à voir avec le combat anti-impérialiste. Donc on se retrouve face à ces deux discours inacceptables en même temps. Et moi, je rejette carrément le deux discours et j'essaie de contribuer à la construction une troisième voie ancrée dans l'expérience et l'analyse des démocrates de culture musulmane, croyants, agnostiques, athées ou libres penseurs. Un discours qui est à la fois progressiste, démocratique, antiraciste, comme Francis a souligné, anti-intégriste, et qui reflète la complexité de l'expérience vécue dans tous ces contextes. Ou bien un peu de la complexité, parce qu'avec 400 pages, on ne peut pas refléter toute cette complexité. Tout en étant professeur de droit, j'ai choisi comme méthodologie de raconter des histoires, car je trouve qu'ils ont parfois une puissance beaucoup plus forte qu'une simple analyse théorique, surtout sur le plan de la communication. Et là, les laïcs, les démocrates, nous avons beaucoup de travail à faire. Les intégristes communiquent très très bien, et nous avons beaucoup de travail devant nous pour communiquer plus au niveau populaire, dans les médias, avec les jeunes, etc. Donc j'ai choisi la méthodologie de raconter les histoires. Et les gens que j'ai eu la grande honneur de rencontrer avaient des histoires magnifiques. Et elles étaient d'une diversité énorme. J'ai interviewé des mollahs, c'est-à-dire des leaders religieux et des blogueurs, des femmes au foyer et des militantes féministes, et bien sûr des femmes au foyer peuvent être des militantes féministes, des personnes qui s'excusaient au plein milieu des interviews pour faire la prière, et d'autres personnes qui buvaient du vin pour fêter l'anniversaire du prophète, c'est-à-dire le Mouloud en Algérie. Et ces personnes-là, on ne les montre jamais sur les écrans en Occident. Parmi tous ces gens, par exemple, j'ai rencontré la fille d'un imam que vous voyez ici au Niger, qui s'appelle Aminatou Daouda et qui milite dans son pays pour l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Un projet qui est pour elle complètement en accord avec sa foi. Et tout en étant fille d'imam, elle a écrit sa thèse à l'université pour montrer qu'il n'y avait pas de problème pour appliquer la CIDEF, comme on l'appelle, cette convention au Niger, qu'il n'y avait pas de problème vis-à-vis du droit nigérien, ni des problèmes religieux selon elle. Et ça, c'est en dépit de la campagne agressive des frères musulmans
contre cette convention, surtout en 2012, en 2013, c'est-à-dire pendant la période où j'étais en train de faire la recherche. J'ai aussi rencontré des personnes qui militaient avec d'autres perspectives tout à fait. Par exemple, la magnifique Deep Saïda, que vous voyez ici au Pakistan, une athée qui dirige l'Institut pour la paix et les études laïques et qui organise souvent des manifestations à Lahore contre les attentats terroristes. Et là, vous voyez une manifestation qu'elle a organisée pendant mon séjour au Pakistan, à Lahore. Et là, les gens réclament un État laïque pour protéger les minorités. Et dans cette photo, vous retrouvez des chrétiens, des musulmans et des athées ensemble qui manifestaient pour soutenir une femme qui s'appelle Asia Bibi, chrétienne pakistanaise qui a été condamnée à mort pour blasphème juste avant mon arrivée au Pakistan. Et c'était tellement courageux de manifester, c'est-à-dire ça c'est comme une manifestation de 100 000 personnes ici, vu la situation sécuritaire, c'est-à-dire l'effort que ça prend pour organiser une telle manifestation. Deep qui est au milieu là, elle a reçu plusieurs menaces, des appels téléphoniques sur son portable et des gens qui disaient si vous allez manifester, nous allons venir avec des kamikazes. Et elle a dit si vous avez besoin de venir, vous venez, mais nous sommes là, nous serons là aussi. Et ils étaient là sur la place publique, donc ils appellent à l'abrogation de la loi 295, c'est-à-dire la loi sur le blasphème. C'est très très dangereux de le faire à Lahore. Et bien sûr, on ne parle jamais de ça au niveau international. Je pense aussi à Roya Boromand, militante iranienne qui est à votre gauche avec une autre militante iranienne. Roya Boromand, que j'ai interviewée, historienne et militante iranienne, son père Abdurrahman était démocrate iranien lui aussi, et malheureusement il a été assassiné en exil ici en France, à Paris, pendant les années 90, par un escadron de la mort envoyé par les ayatollahs. Et Roya n'a pas seulement fait son deuil, mais aussi elle a créé une fondation qui porte le nom de son père, c'est-à-dire la fondation Abdurrahman Boromand, et voilà leur site web si vous voulez visiter. Et ce qu'elle a décidé de faire avec sa sœur, c'est vraiment de soutenir la lutte pour les droits humains en Iran, pour accompagner les autres victimes. Elle n'a pas seulement fait son deuil, c'est-à-dire elle a fait son deuil en accompagnant les autres victimes. Et parmi les plus importants projets de la fondation Abdurrahman Boromand figure le site web qui s'appelle Omid. Omid, ça veut dire espoir en persan. Et sur ce site web, elles tiennent à documenter le cas de chaque personne assassinée par la République soi-disant islamique, comme leur père. C'est un travail énorme. Et je ne peux pas oublier un monsieur que j'appelle dans le livre le Mollah libéral de Herat, monsieur Sayed Ahmed Husseini. Et je ne peux pas vous montrer son photo pour des raisons sécuritaires. Il m'a demandé de ne pas... Il m'a permis de prendre sa photo, il m'a fait confiance, mais il ne m'a pas permis de montrer son photo publiquement. Je l'ai rencontré dans l'extrême ouest d'Afghanistan. Et avec son petit turban et sa barbe, il fait des formations pour promouvoir les droits des femmes et se dit ouvertement défenseur des droits des femmes. Il dit publiquement que si les maris et les frères ne respectent pas les droits de leurs femmes et de leurs sœurs, ils ne respectent pas l'islam et il s'oppose au mariage forcé. Pour tout cela, il vit avec beaucoup de risques. Et je n'oublierai pas qu'il a insisté pour m'accompagner jusqu'à mon hôtel à Herat le soir après notre rendez-vous pour s'assurer de ma sécurité, alors que pour lui, c'est un grand risque de rentrer chez lui le soir. Je pense aussi à la grande militante algérienne Cherifa Keddar. Cherifa Keddar, que vous voyez ici, est présidente d'une association algérienne des victimes du terrorisme islamiste qui s'appelle Jazairuna, ça veut dire notre Algérie. Et la famille de Cherifa elle a perdu sa sœur et son frère assassinés à la maison par le groupe islamique armé
en 96. Et comme Roya, elle a décidé de faire son deuil en accompagnant les autres victimes. Donc 3 mois après ces assassinats, des assassinats atroces qui ont eu lieu à la maison, devant la famille a fondé cette association avec d'autres familles de victimes. Et la première chose qu'elles ont fait, et c'est incroyable de penser à ça, surtout il faut comprendre que c'était les années 90, il n'y avait pas de portable, il n'y avait presque pas de email, il n'y avait pas de Facebook. Et là où elle habitait, c'était au cœur du terrorisme en Algérie, une région qui s'appelait le triangle de la mort. Et parfois, le téléphone même ne marchait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des groupes de personnes pour aller au cimetière avec les victimes, avec les familles de victimes du terrorisme pour enterrer leurs proches, parce que les gens avaient peur d'aller aux funérailles des personnes assassinées par les terroristes, parce qu'on risquait de se trouver sur une liste de morts si on risquait vraiment d'avoir des graves menaces si on assistait. Et parfois, les victimes enterraient leurs proches seuls. Omar Belbouchet, un grand journaliste algérien, m'a raconté une histoire terrible. Il est allé au cimetière une fois pour enterrer un collègue, un journaliste assassiné. Il n'y avait personne, il y avait quelques membres de la famille et lui, il était là, il n'y avait personne. Donc c'était vraiment une initiative très importante. Et puis ensuite, il travaille jusqu'à aujourd'hui dans la documentation pour essayer de sauvegarder le mémoire de ce qui s'est passé et utiliser ça pour apprendre aux jeunes l'histoire des années 90 et pour mener un combat contre l'intégrisme aujourd'hui, c'est-à-dire en apprenant de l'histoire algérienne des années 90. Je pense aussi aux militantes féministes soudanaises que j'ai interviewées. Je n'ai pas pu avoir le visa pour aller au Soudan parce que je suis ex-conseillère juridique d'Amnesty International. J'avais une fois fait la demande pour aller au Soudan pendant ce travail, donc c'était impossible d'aller au Soudan. Donc j'ai interviewé des militantes soudanaises magnifiques sur Skype. Et elles me racontaient leur combat pour soutenir cette femme que vous voyez ici, qui est une journaliste qui s'appelle Lubna Hussein. Et Lubna Hussein a été condamnée à la flagellation publique pour le crime de porter un pantalon dans un restaurant. Donc les militantes féministes soudanaises, comme une que j'ai interviewée, Zainab Assaoui, ont organisé des manifs à Khartoum contre cette condamnation. Et elles m'ont raconté, elles ont toutes été arrêtées et en prison, les policiers ont essayé de leur faire signer une déclaration qu'elles ne répéteraient jamais une telle démarche. Et elles ont répondu, par contre, on va le faire et refaire, encore et encore. Et malheureusement, depuis, le bureau de cette organisation est fermé et les 2 femmes que j'ai interviewées sont des réfugiés ailleurs dans le monde, mais elles ont continué ce combat sur le terrain jusqu'à ce que c'était plus possible. Donc vraiment, c'est des gens très courageux et les Soudanaises, je ne l'ai jamais oublié, elles m'ont dit, écoutez, il faut dire au monde qu'on existe, il faut dire aux gens ailleurs qu'on utilise le peu d'espace que nous avons pour mener le combat comme on peut. Donc avec des gens d'un tel courage, je me demandais encore une fois, avec des histoires, mais qui sont de très bonnes histoires aussi, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus connus mondialement? Et c'est la question que je me posais histoire après histoire. Parce que pour moi, ces luttes menées dans les sociétés à majorité musulmane contre l'intégrisme sont parmi les plus importantes luttes pour les droits humains dans le monde aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais c'est parmi les plus importantes luttes. Et c'est tellement important de raconter ces histoires, partager ces histoires et trouver des moyens pour se solidariser avec ces gens. Donc je termine juste avec 2 extraits de deux histoires et là je vais m'arrêter. Donc je passe rapidement à une histoire que j'aime beaucoup qui vient du Mali.
Donc, comme j'ai dit, j'étais au Mali pendant l'occupation du Nord en 2012 et j'étais très touchée par la situation de la population qui vivait sous la répression des djihadistes dans le Nord, car ça me rappelait certains aspects de l'Algérie, certaines régions de l'Algérie des années 90. Et une des personnes que j'ai rencontrées était un enseignant qui m'a demandé de l'appeler Monsieur Bodmar. Ce n'est pas son nom, bien sûr, pour des raisons sécuritaires, je ne peux pas utiliser son nom vu la situation sécuritaire actuelle dans le nord du Mali, et je ne peux pas vous montrer son visage non plus. Mais M. Bodmar était instituteur dans un lycée de l'une des villes occupées dans le nord du Mali, Gao. Et il a décidé de rester dans sa ville natale pour garder son école ouverte quand il aurait pu fuir, comme beaucoup des personnes. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, parce que quand j'ai interviewé M. Bodmar, c'était dans la capitale, c'était à Bamako. Donc il aurait pu rester à Bamako, mais le lendemain, il est reparti. Donc il est resté à Gao pour garder ouverte l'école. Et il faut comprendre la difficulté de sa situation. Parce que ce n'était pas seulement la question que Gao était occupé, ou le nord du Mali était sous occupation, mais l'école même était sous l'occupation de Moujao, c'est-à-dire les alliés en Afrique de l'Ouest de Al-Qaïda. Une des tâches de M. Bodmar, c'était de protéger ses élèves et de leur rappeler que l'école était sous l'occupation. Et il ne voulait pas faire ça, mais parfois il enfermait ses élèves dans la cour de l'école pendant la pause pour qu'ils n'oublient pas la gravité de la situation et sortiraient jouer dehors. Il insistait à poursuivre l'éducation mixte dans ses classes, mais il a dû mettre les filles d'un côté et les garçons de l'autre côté, ce qu'il n'était pas du tout content de faire, mais il n'avait pas le choix. Parce qu'il m'avait dit, écoutez, notre tâche, c'était de garder ouvert l'espace pour l'éducation des jeunes qui ne pouvaient pas aller ailleurs. Les risques qu'il courait pour garder son école ouverte et mixte étaient énormes. Il voulait aussi rester fidèle au programme qu'il a décrit comme étant laïque et républicain des écoles maliennes, dans ce qu'il appelait un milieu islamique, c'est-à-dire Gao, sous l'occupation de Moujao. Et il a fait quelque chose qui est vraiment... J'ai travaillé pendant longtemps dans le domaine des droits humains, et jusqu'à présent, je trouve toujours le courage humain que je rencontre partout dans le monde incroyable. Il a fait quelque chose vraiment d'incroyable. Il a décidé que quelqu'un devrait témoigner de l'application des châtiments corporels par Moujao dans sa ville natale. Et ce sont des châtiments corporels qui ont été appliqués dans la place publique, c'est-à-dire devant n'importe qui dans la rue. Et pour lui, il était horrifié, bien sûr, comme la plupart de la population, mais il s'est dit, je dois assister, parce que je dois voir qui sont les victimes pour essayer de leur aider un soutien après, avec l'association avec laquelle il travaillait, Cris de cœur pour le nord du Mali. Donc, M. Bodmar, je ne sais pas comment il a trouvé la force pour faire cela, parce que vraiment, c'est clair que ça lui a beaucoup touché. M. Bodmar a assisté à des scènes de flagellation publique et encore pire, à des amputations, c'est-à-dire l'application de la vision de ce que les djihadistes appelaient la charia. Et c'était clair que pour M. Bodmar, c'était très dur à vivre avec les souvenirs de ce qu'il a vu. Et il a été très impressionné surtout par le fait que quand on coupait par exemple le main ou le pied de quelqu'un, il ne criait pas. Il ne savait pas si les personnes ont été droguées ou quoi, mais c'était quelque chose que pour lui c'était vraiment insupportable, le fait même que les personnes ne pouvaient même pas crier. Il m'a dit, nous ne pouvons pas le supporter. Et je ne vais jamais oublier, M. Bodmar, c'est un homme religieux, c'est un musulman pratiquant, comme il m'a dit, mais il m'a dit, écoutez madame, la population n'est pas pour la charia.
il répétait. La population de Gao n'est pas pour la charia, et surtout pour cette version de la charia. Et je pense que c'est quelque part quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris en Occident. Et le lendemain donc de mon interview avec M. Bodmer, il est reparti à Gao. Et actuellement même, je me demande ce qu'il devient, parce que la situation sécuritaire dans sa ville reste difficile, même après la fin, entre guillemets, de l'occupation, mais les groupes armés se sont fuis dans l'extrême nord et ils risquent de revenir. Mais je ne vais jamais oublier, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous repartez? Vous pouvez rester à Bamako, il y a 200 000 personnes déplacées, y compris beaucoup d'autres instituteurs de votre école. Il m'a regardé, il a dit ça pas avec, en français vous dites bravure, c'est ça? Non, pas du tout. Il a dit ça avec une grande modestie. Il a dit, c'est simplement parce que, c'est marqué ici en anglais, ma présence donne de l'espoir à mes élèves et je ne peux pas tuer cet espoir. Et encore une fois, c'est cette vision, cette conviction, ces principes que je retrouvais. Et pour moi, c'est le visage vrai du Mali et du nord du Mali. Et je termine avec une histoire qui me donne aussi beaucoup d'espoir, parce qu'il me semble que c'est tellement important de garder de l'espoir face à tous les extrémismes du monde en ce moment. C'est difficile de regarder la télévision aux États-Unis actuellement et garder de l'espoir de temps en temps, mais il faut absolument avoir une vision optimiste. Et il y a beaucoup des féministes, des militantes féministes que j'ai interviewées qui ont gardé cette vision optimiste, qui me semble est tellement important. Et j'ai vraiment compris d'elles qu'on ne peut jamais partager, diviser le combat contre l'intégrisme et le combat pour les droits des femmes. Ce sont absolument des combats liés. Souvent, les gouvernements veulent mettre à côté le combat féministe, la question de l'égalité, parce qu'on est occupé, on lutte contre le terrorisme ou l'extrémisme. C'est un non-sens. Les deux choses vont ensemble, et c'est comme m'a dit la militante nigérienne Zainabou Haidari, que vous voyez ici. Elle m'a dit, chaque pas en avant pour les droits des femmes, ça fait partie, c'est un élément de la lutte contre l'intégrisme. Et je pense qu'elle a tout à fait raison, c'est la raison pour laquelle le plus grand, le plus long chapitre dans le livre, c'est le chapitre qui se focalise sur les histoires des militantes et défenseurs pour des droits des femmes. Et je suis vraiment reconnaissante au Créal qu'ils ont des exemplaires du livre ici. Et si vous regardez le livre, vous allez trouver... J'ai dû me battre un peu avec l'éditrice parce que c'est un chapitre de 40 pages et ça ne se fait pas. Les chapitres doivent être des chapitres de 30 pages. Mais il y avait tellement de combats intéressants des femmes et des combats des jeunes femmes. Et c'est là où je vais me terminer. Donc j'ai interviewé parmi toutes ces personnes, toutes ces militantes que j'ai interviewées, j'ai interviewé Noor Jahan Akbar quand elle avait 19 ans. Et Noor Jahan Akbar, c'est une militante afghane. Et quand je l'ai interviewée en 2011 à Kaboul, elle venait d'organiser des manifestations de rue à Kaboul contre le harcèlement de rue des femmes. Et aussi d'essayer de créer des espaces, des lieux sécurisés pour les femmes, les jeunes femmes, pour avoir accès à l'Internet à Kaboul. Donc elle faisait des choses très intéressantes et elle avait fondé une organisation qui s'appelait Jeunes Femmes pour le Changement, Young Women for Change en anglais. Et je ne vais jamais oublier l'histoire qu'elle m'a racontée de la manifestation qu'ils ont organisée en 2011 à Kaboul dans une situation, encore une fois, sécuritaire très difficile. Pas aussi pire que maintenant, mais c'était déjà pas facile du tout de faire ce qu'elles ont fait. Donc elles ont manifesté 50 femmes, 50 jeunes femmes dans la rue, et elles ont distribué des tracts contre l'harcèlement sexuel, l'harcèlement dans la rue des femmes en Afghanistan, en utilisant tout à la fois un discours religieux et un discours des droits humains, c'est-à-dire en utilisant les deux discours, en citant le prophète et en même temps en citant les droits humains, et
c'était une manifestation légale, ça a été enregistré, elles ont été accompagnées par des policiers hommes, pour les protéger dans la rue. Et elle m'a dit qu'au début de la manifestation, les policiers les regardaient, mais pourquoi des jeunes femmes comme nos filles sont ici en train de se balader dans la rue? Et quand les policiers ont vu pendant quelques heures l'harcèlement des manifestantes, ils étaient tellement en colère que c'était eux qui ont pris les tracts et commencé à les distribuer en dénonçant les hommes en disant « mais ce sont nos filles, vous n'avez pas honte ?» Et là, ça donne de l'espace. C'est un tout petit changement dans un pays qui est actuellement dans une situation catastrophique. Mais le courage que ça prend de mener des actions comme ça, d'essayer de changer la vision, la pensée des gens, ça m'a vraiment touchée. Et je vais vous laisser là avec... maintenant, Noor Jahan, elle a une autre association qui s'appelle Free Women Writers, les femmes écrivaines libres, qui distribuent la littérature écrite par des femmes afghanes en langue dari. Et chaque fois qu'elles publient les recueils, elles vendent tous les exemplaires rapidement, donc elles continuent. Et je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'a dit quand je lui ai interviewé en 2011. Je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de votre pays ou pas? Et elle m'a dit, je suis optimiste à long terme. Et ça, c'est une jeune femme de 19 ans qui parle. Elle a dit, je ne serai probablement plus en vie pour voir ce jour, mais je pense que rêver est important et nourrir le rêve chez d'autres femmes autour de moi est le premier pas pour le faire advenir. Oui, nos filles aussi pourront marcher dans ce pays. Et il me semble que c'est vraiment cet esprit optimiste qu'il faut garder, et vraiment il faut trouver des moyens pour accompagner les femmes et les hommes qui mènent ce combat, qui gardent la flamme d'optimisme. Et vraiment, c'est important face aux intégrismes et extrémismes du monde, comme a dit Noor Jahan, continuer à nourrir le rêve chez nous et chez d'autres personnes ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça fait drôle d'entendre tout ça. Ça fait drôle d'entendre tout ça, surtout de ne pas le savoir. Quelquefois, on a une petite histoire qui arrive à notre connaissance. Comme cette petite fille qui avait reçu une balle dans la tête. Voilà. Des choses comme ça, mais c'est très, très, très rare. Et là, on a des tas d'histoires, et on ne les a pas toutes entendues. On a des tas d'histoires qui prouvent que les hommes et les femmes, dans le monde entier, ne sont pas tous sous la coupe des islamistes, même dans les endroits où les fondamentalistes de tout poil ont le pouvoir. Ce qui rend dérisoire, quelque part, certaines luttes intestines des tenants de la laïcité dans notre pays, qui se servent en quelque sorte de l'histoire des jeunes en France, pour excuser, pour asseoir un pouvoir personnel, parce que derrière tout ça, il y a la recherche du pouvoir, sous la coupe. Et donc ça, tout ça, c'est très très dérisoire. Je crois que notre rôle, c'est de faire connaître ces vraies histoires de gens qui luttent vraiment pour qu'une laïcité leur permette d'exister. Ces femmes qui n'existent pas, qui ne sont pas seulement cachées sous des grands draps, mais qui n'existent pas, parce qu'elles n'ont pas de pouvoir, parce qu'elles n'ont pas de droit à la parole, parce qu'elles n'ont pas, et pourtant elles se battent. Alors, si vous voulez poser des questions qui vous taraudent sans doute à Karima Bennoune, la parole va vous être donnée.
pour moi, il y a bien sûr plusieurs problèmes. Il y a le problème du fondamentalisme, de l'extrémisme. Il y a aussi des problèmes qui relèvent des approches traditionnelles, conservateurs. Et parfois, il y a un lien, c'est-à-dire que l'extrémisme, l'intégrisme, ça empire la situation, c'est-à-dire l'impact de ce qui est le mauvais côté de ce qui est, entre guillemets, traditionnel, les courants conservateurs. Et c'est vraiment un poids important contre tous ceux qui essayent de changer certaines visions traditionnelles. Donc, c'est des problématiques liées, mais ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Et c'est pour ça que j'ai expliqué que pour moi, ce ne sont pas des visions traditionnelles, c'est autre chose. Il y a un certain lien, et bien sûr, il y a d'autres problèmes qui se posent pour les droits humains dans tous les pays, y compris certaines interprétations de traditions, y compris des courants conservateurs, y compris des problèmes socio-économiques, bien sûr. Mais c'est clair que dans tous ces pays, y compris le Sénégal, que j'ai visité, que l'intégrisme pose un très grand problème et c'est vraiment un obstacle énorme devant ceux qui mènent des combats pour les droits humains et les droits des femmes. Donc il me semble que c'est une question très importante à souligner et surtout, il me semble que tout le monde est beaucoup plus confortable en train de parler de ce qui est conservateur ou bien ce qui est traditionnel. Mais quelque part, parler de ces questions d'intégrisme, ça pose problème. C'est surtout le cas au milieu universitaire, là où je suis. Et il me semble que vraiment, c'est important, c'est un devoir d'essayer de comprendre cette question. Et bien sûr, de ne pas mettre tout dans le même palier. Il y a bien sûr d'autres problèmes. Je ne vais jamais dire que tous les problèmes de l'Afghanistan ou du Mali sont à cause de l'extrémisme, pas du tout. Mais il me semble qu'il faut vraiment comprendre l'importance de ce phénomène. Je suis désolée, monsieur, je n'ai pas exactement compris votre question au sujet du fatwa, mais je peux dire, ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai choisi le titre, moi, je pensais que beaucoup de personnes savaient ce que c'était un fatwa dans le monde anglophone. Et à vrai dire, ce n'est pas du tout vrai. Et j'ai dû expliquer à plusieurs reprises ce que c'est un décret religieux qui peut avoir des bonnes et des mauvais. Mais si on est pour la laïcité, pour une séparation entre la religion et la politique, on ne veut pas être gouverné dans la politique publique par des fatwas. Et les gens qui sont au courant peut-être de ce que c'est un fatwa en Occident, pour la plupart, ils savent qu'il y avait un fatwa contre Salman Rushdie, c'est le plus connu fatwa peut-être du monde. Et je ne rentre pas dans le livre dans les questions de loi islamique, ce n'est pas un livre vraiment avec une vision juridique, donc je n'ai pas beaucoup abordé ce sujet, mais j'explique ce que c'est un fatwa. Je n'ai pas parlé du Maroc et beaucoup d'autres pays, vous avez tout à fait raison, malheureusement je n'ai pas pu faire tous les pays, et il reste beaucoup de livres à écrire, y compris à ce sujet. J'ai un peu suivi le débat sur la représentante de l'UNEF qui porte un foulard. Pour moi, il faut faire une grande différence entre les personnes, c'est-à-dire les femmes qui portent le foulard et le foulard. Et ça, c'est un principe très important pour moi. J'ai interviewé pas mal de femmes qui portaient un foulard ou bien qui se couvraient d'une façon ou d'une autre dans certains pays parce qu'elles n'avaient pas de choix. Par exemple, Noor Jahan Akbar, elle devait sortir avec un petit écharpe qu'elle enlevait tout de suite quand elle est rentrée. Mais ailleurs, c'était pour des raisons peut-être différentes. Et pour moi, c'était toujours important d'avoir une solidarité avec ces femmes qui menaient les mêmes combats pour des droits humains en dépit de la façon dont elles étaient habillées. Mais en même temps, il faut avoir le débat sur ce que ça représente de couvrir une femme. Et c'est une question qui va au-delà de l'intention d'une femme elle-même. C'est devenu un symbole politique parce que
il faut comprendre, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous comprenez, que les femmes ne s'habillaient pas comme ça auparavant. C'est dans beaucoup de pays. Et par exemple, je peux vous dire en Algérie, quand j'étais enfant, on ne voyait pas les hijabs. Il y avait le haïk qui est autre chose. C'est plutôt traditionnel turc, c'est une façon de se couvrir, mais c'est tout à fait différent. Et pour moi, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans tous les intégrismes, c'est-à-dire l'idée de la pudeur, et la, entre guillemets, modestie pour les femmes. Donc c'est un modestie qui est quelque part unique, c'est-à-dire c'est pas une modestie universelle. Et pour moi, le foulard et surtout le hijab que les islamistes encouragent les femmes partout à porter, c'est lié à cette vision du monde. Donc pour moi, il faut vraiment continuer à avoir un discours critique vis-à-vis du projet de couvrir les femmes, qui est aussi le projet, par exemple, des extrémistes hindous qui rejettent que les femmes peuvent porter des jeans en Inde, ou bien le projet des juifs ultra-orthodoxes aussi qui insistent à un apartheid sexuel, apartheid de genre, qui est aussi la vision de certaines intégristes chrétiennes, même si peut-être l'habillement c'est moins, ils sont plus intéressés à d'autres questions. Et donc pour moi, il faut garder des alliances avec les femmes en dépit de ce qu'elles portent, si on a les mêmes principes, mais il faut continuer à avoir le débat ouvert et critique sur ce que représente le symbole même, ou l'idée même. La charia. Alors ça c'est une question difficile. Moi j'aime pas tellement le terme la charia, et il faut savoir que c'est un terme controversé. Et moi, je préfère, dans le livre, je dis, et je suis désolée, je n'ai pas la traduction devant moi, mais je dis que je préfère le terme loi avec S, et là, j'ai beaucoup travaillé avec Marie-Aimée, loi avec S, loi musulmane, c'est-à-dire les lois, et on fait le lien avec les êtres humains, parce que même pour les croyants, ce qu'on appelle charia, la source est humaine, c'est pas divine. Donc, je préfère le terme, parce que la charia, ça donne l'idée que c'est codifié, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a plusieurs lois avec plusieurs interprétations dans différentes régions, dans différents courants de pensée dans les pays à majorité musulmane. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une différence importante entre cette idée de la charia et cette idée multiple des lois, multiples et humaines des lois musulmanes. Et merci beaucoup pour la question. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à un autre environnement? C'est une question très générale, mais je pense que c'est une question assez importante et c'est lié au problème de l'intégrisme qu'on trouve par exemple dans les diasporas. Et il me semble que c'est la raison pour laquelle, pour la plupart, j'ai évité les diasporas. J'ai travaillé pour la plupart dans les pays à majorité musulmane parce que je trouve qu'il y a d'autres questions, peut-être, qu'il faut soulever dans des contextes des migrants, des personnes d'origine d'autres régions, etc. Il me semble qu'il y a un très grand livre à écrire là-dessus et la question de l'impact pardon? Khaldoun, il l'a écrit au XVIIe. Ah, donc ça existe déjà. Ça existe déjà, très bien. Donc j'ai pas encore 3 ans à prendre pour l'écrire, c'est très bien. Mais je pense que vous avez tout à fait raison qu'il faut essayer de comprendre la complexité d'un contexte particulier, tout en ayant une vision universaliste. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, même je dois avouer c'était très difficile, parce que j'essayais de parler de beaucoup de pays dans un seul livre et je savais dès le début qu'il y avait des pièges dans ce projet, mais en même temps parce que c'est justement
la raison pour laquelle j'avais commencé avec une vision des fondamentalismes comme problème transnational auquel il faut avoir une riposte transnationale. Donc c'est ce que j'essayais, c'est ce que j'essayais de faire, et j'ai compris qu'on risquait de perdre quelque part la complexité. Votre question sur le relativisme culturel, c'est vraiment de l'actualité. On trouve le relativisme culturel partout. Dans mon travail officiel, j'entends beaucoup des discours officiels des gouvernements qui retournent vers un discours de relativisme culturel, et c'est des gouvernements qui viennent de plusieurs régions. Il faut comprendre, c'est vraiment un phénomène international, cette forme d'argument. Et moi, il me semble que c'est cette année, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, c'est vraiment quelque chose de très important, et il faut vraiment mener des campagnes pour soutenir et pour revendiquer le concept de l'universalité. Et je peux dire, quelque chose dont j'ai vraiment peur, c'est que dans les universités aux États-Unis, vraiment, on a de plus en plus une vision de relativisme culturel dans les sciences sociales, dans les études sur les régions, Middle East Studies, même dans ce qu'on appelle Women's Studies, les études, comment vous appelez Women's Studies? Les études de genre. Et je me retrouve dans des cours avec des étudiants dans le domaine des droits humains qui refusent de juger quoi que ce soit par crainte d'être pris comme des racistes. Et je dis tout le temps, c'est-à-dire l'idée que vous avez qu'il faut faire attention, c'est une idée importante. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège, parce que comme vous avez dit quelque part, le relativisme culturel devient une forme de discrimination aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'accepte pas pour nous-mêmes. C'est-à-dire le discours relativiste, c'est presque jamais pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre qui vit ailleurs. Et un des militants pakistanais, canadiens que j'ai interviewé, un monsieur qui s'appelle Tariq Fatah, il a une expression que j'aime beaucoup en anglais. Il dit, je vais le dire en anglais, je vais essayer de le traduire, peut-être quelqu'un pourra m'aider. It's the racism of low expectations. C'est le racisme des, comment on dit expectations, des attentes bas pour certaines gens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, nous on a les droits, mais vous avez votre culture qui est reculée, et c'est-à-dire c'est la seule vision qui est possible. Et ce que je trouve, c'est que pour la plupart, les grands défenseurs de l'universalisme ne sont pas dans le nord du monde aujourd'hui. Ils sont dans le sud, ils sont en Afrique, ils sont en Afrique du Nord, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Asie du Sud, ils sont en Asie du Sud-Est, où j'étais en mission en Malaisie l'année dernière. Et j'espère lors du campagne pour le 70e anniversaire de la Déclaration universelle, on va entendre ces voix. On va comprendre que l'universalisme, ce n'est pas une idée occidentale. Non, il y a beaucoup de gens en Occident qui sont contre, à droite et à gauche. Et bien sûr, de l'extrême droite qui rejette, ou bien, ça dépend, une certaine extrême droite qui rejette tout à fait la possibilité d'un discours universaliste. Il y a d'autres qui prennent l'universalisme, qui disent que c'est nous, les défenseurs de l'universalisme, c'est pour ça qu'on peut accepter, on ne peut pas accepter les autres. Et si on regarde, si on fait des études dans l'histoire de la rédaction de la Déclaration universelle, on trouve que ce n'est pas du tout le cas. C'est les Indiennes, c'est une femme de République dominicaine, c'est un Libanais, c'est-à-dire il y avait des contributions qui venaient de partout dans le monde. Et il faut vraiment comprendre que l'universalisme, c'est un concept universel, et il faut avoir une vision universaliste de l'universalisme. Il ne faut pas l'approprier pour un pays ou une région. Et c'est un arme, c'est tellement important dans ce combat. La question de l'islamophobie, ça aussi c'est une question très difficile. Je veux être claire. Je suis vraiment,
j'ai des graves préoccupations vis-à-vis du racisme et de discrimination contre les musulmans, les personnes de culture musulmane et les personnes présumées musulmans. C'est-à-dire maintenant aux États-Unis, il y a des gens qui sont peut-être des sikhs ou d'autres religions qui sont victimes de discrimination à l'égard des musulmans parce qu'on pense qu'ils portent des turbans, ça doit être des musulmans. Donc c'est vraiment un problème grave. Si on regarde le discours d'une certaine partie du Parti républicain actuellement au pouvoir aux États-Unis, si on regarde même les tweets du président américain, il a écrit un tweet une fois que j'étais vraiment, même pour lui, j'étais étonnée. Il a dit, c'était en réponse à une sénatrice, soutenir les musulmans, c'est soutenir les mutilations génitales féminines. Donc, vraiment, j'ai des graves craintes et des préoccupations vis-à-vis de discrimination, et de cette discrimination. Et pour moi, le combat contre le fondamentalisme est lié au combat contre le racisme. Et nous avons vraiment besoin d'avoir une vision holistique. Mais j'utilise pas le mot islamophobie. Je dois avouer, malheureusement, vous allez le trouver dans le livre à cause de la traduction, parce que maintenant en Occident, c'est le mot qu'on utilise pour discrimination. Et ce n'est pas un mot que moi j'utilise parce que je pense que c'est un mélange de discrimination à l'égard de certaines personnes qui est inacceptable et critique de religion qui est tout à fait normal et ça fait partie des droits humains même. Et il faut comprendre que maintenant au niveau des Nations Unies, on retrouve l'utilisation de ce concept de phobie par tous les intégristes. Les intégristes chrétiens parlent de chrétienophobie. Les intégristes juifs ou les autres orthodoxes parlent de judéophobie. Bien sûr, il y a un problème d'antisémitisme et dans certaines régions, il y a une question de discrimination contre les chrétiens, c'est clair. Mais ça, c'est un concept tout à fait différent et il me semble qu'il faut vraiment déconstruire le terme de islamophobie, et je pense toujours à ce que m'a dit l'ex-mufti de Marseille, pour lequel j'ai un grand respect, M. Sohaib Bencher. Il m'a dit, il faut protéger les musulmans contre la discrimination, mais en même temps, il faut protéger l'espace pour la critique de religion. Même si on a peut-être certaines lignes rouges, il faut respecter que dans des contextes différents, les gens peuvent adapter la laïcité pour leur contexte. Il y a certaines qui réclament absolument le mot. Laïkia en arabe, almania, la laïcité en français, secularisme en anglais. Il y a certaines qui veulent parler de séparation entre l'État et la religion, mais qui ne veulent pas utiliser le terme à cause du stigmatisation du terme. Il y a des gens qui se disent ouvertement laïcs et d'autres personnes qui ne veulent pas. Mais je dois dire que j'étais vraiment... même si c'est ma vision du monde, ça m'a touché que même quelquefois quand je ne posais pas la question, je trouvais beaucoup de personnes qui soutenaient un discours laïque. Je me souviens une fois, j'étais en train de faire des interviews dans la place Tahrir après ce qu'on appelait à l'époque le printemps arabe en 2011, les soulèvements. Et je parlais avec les gens qui travaillaient dans le quartier populaire à côté de la place Tahrir. Il y avait un monsieur qui venait du sud de l'Égypte qui vendait des produits dans la rue et je discutais avec lui. Et je ne lui ai même pas posé la question et plus tard je me suis culpabilisée. Mais pourquoi est-ce que j'ai des préjugés pour ne pas poser cette question à ce monsieur? Et il m'avait dit, moi je veux une séparation dans ce pays entre les religions qui est très important pour moi et la politique. C'est très important. Et c'était juste là quand les frères musulmans allaient prendre le pouvoir dans l'après-révolution, entre guillemets, en Égypte. Et parfois, vraiment, on stéréotype les musulmans et les personnes de culture musulmane, les personnes qui vivent dans ces régions, comme si c'est tout à fait inacceptable pour eux. C'est impossible d'avoir une vision laïque et être musulman en même temps, ou être de culture musulmane, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est vraiment un stéréotype.
Et je pense que votre idée, c'est une très bonne idée. On devrait avoir plus de réseautage des laïcs au niveau international pour partager nos modèles et apprendre un de l'autre. Oui, moi je voulais dire à quel point je suis heureuse d'entendre parler de l'importance de l'universalisme, parce que ce que j'entends beaucoup trop souvent dans une certaine sorte de laïcité, mais le respect de l'autre fait que ses choix culturels, ben, c'est son affaire. Et c'est vrai. Sauf que, à certains moments, les choix culturels n'interviennent pas uniquement pour quelqu'un, mais contre quelqu'un d'autre. Et quand on fait le choix culturel d'enfermer une femme dans des voiles, on fait le choix pour elle. Et je ne peux pas dire que cette femme a toujours fait le choix d'être enfermée ainsi. Ou l'éducation peut-être, ajoutée, etc. Ce que je voulais dire surtout, c'est que cette manière de voir ressemble beaucoup à celle de ceux qui prônent la tolérance, sachant que dans ce cas, la tolérance, c'est le moyen le plus important de l'indifférence entre les hommes. Je suis quand même pour tolérer que les autres pensent différemment. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en se désengageant de l'éducation, de la conviction à apporter, de l'échange, du travail de fond sur justement la connaissance de l'autre, on doit échapper à cet aspect néfaste de la tolérance. Donc merci beaucoup pour ces questions. La question d'argent est tellement importante, c'est-à-dire de tous les points de vue. Et bien sûr, les fondamentalistes, tous les fondamentalistes ont utilisé malheureusement l'argent et leur accès à un certain argent, surtout dans le domaine de l'humanitaire, pour avoir plus d'influence. Mais c'est quelque chose même que je dois avouer que je respecte. Ils travaillent sur le terrain aussi, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez de l'autre côté. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, il y a des associations que j'ai rencontrées, etc., qui travaillent sur le terrain. Mais c'est très important. Malheureusement, c'est une utilisation de l'humanitaire pour convaincre. C'est-à-dire, on va vous nourrir, on va vous aider, mais vous allez voter pour nous, mais votre fille va être voilée, mais. Et ça n'a pas été bien compris, je peux vous dire, en Occident, aux États-Unis, certains des grands penseurs disent tout le temps, oh mais les islamistes sont des humanitaires. Je dis, mais il faut comprendre, ils ont travaillé parfois dans une certaine humanitaire, dans certains pays, dans certains contextes, mais avec des buts particuliers qu'il faut reconnaître. Mais ça veut dire aussi c'est le problème de la manque de responsabilité des États. Où sont les États? C'est-à-dire, si les États prenaient la responsabilité pour les besoins, pour les droits économiques, sociaux et culturels, il y aurait moins de possibilités pour les intégristes d'utiliser ce moyen. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre slogan de lier la question de la lutte contre l'intégrisme et la question sociale. C'est essentiel. Et vous savez, même avec toutes les restrictions antiterroristes, je trouve que c'est toujours plus facile de trouver du financement pour un groupe djihadiste que pour un groupe féministe qui essaye de s'opposer aux djihadistes. Et ça, il faut changer. Parce que plusieurs des associations que j'ai rencontrées pendant la recherche n'existent plus parce qu'il n'y a plus de moyens. Et c'est vraiment triste, c'est des associations qui faisaient du travail tellement important. Donc cette question d'argent, de soutien est tellement important. Et bien sûr, parlant des fondamentalistes dans les contextes musulmans, c'est-à-dire des islamistes, ils ont bénéficié bien sûr d'un grand soutien qui viennent des pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, y compris le Qatar, y compris l'Union arabe, l'Union des Émirats arabes, c'est-à-dire tous les côtés de ce conflit au Golfe.
Et j'ai trouvé une grande colère, par exemple, chez beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud, dans des régions plus pauvres vis-à-vis des pays du Golfe. Il me semble qu'il y a un très grand travail à faire pour faire de la documentation, et c'est très difficile à faire, quelle aide est venue et quel était l'impact. Mais ça a vraiment empiré le problème de l'extrémisme dans des contextes, passant du Mali jusqu'au Pakistan. Et la question des choix culturels. Pour moi, c'est toujours très important de souligner que les droits culturels sont très importants, ils font partie des droits humains universels, mais ce ne sont pas du tout des justifications pour la discrimination ou pour la violence à l'égard des femmes. Il faut comprendre les droits culturels dans le cadre des droits universels. Et je suis tout à fait pour la tolérance de la diversité culturelle qui est très importante, qui est opposée par les fondamentalistes partout dans le monde, mais il y a des limites. Je ne suis pas pour tolérer des violations, des exactions des droits humains. Je ne suis pas pour tolérer discrimination. Et tolérance pour l'intolérance, ça a des effets paradoxaux. On peut le dire peut-être comme ça. Mais il me semble que la diversité culturelle est très importante. On ne peut pas l'utiliser comme une arme contre l'universalisme, mais il y a une relation très importante entre les deux. C'est une question sur laquelle je vais travailler bientôt. Et merci beaucoup pour l'écoute. Il me semble qu'on se termine là. Merci beaucoup d'avoir écouté mon français pendant plusieurs heures. C'est pas une question, mais c'est un étonnement que vous soyez américaine. Parce que il y a tellement différence de ce qu'on entend sur les États-Unis. Notamment dans l'université américaine. Moitié américaine. Quand même. Présenter, c'était quand même une fonction officielle, je pense. Est-ce que tu donnes la parole à quelqu'un? Ça dépend de vous. Elle est rapide cette question. Qu'en pensent les jeunes de tous ces sujets aujourd'hui concernant l'islamisme, fondamentalisme, comme vous l'avez décrit à l'instant? Parce que moi, je fais partie de cette nouvelle génération, et toi aussi. Et nous, on va être confrontés directement à ces problématiques qui vont se dérouler dans les prochaines années qui suivent. Donc, je pose cette question, y a-t-il suffisamment de jeunes qui sont sensibilisés à ce genre de choses? C'est ça le problème. Parce que le truc, c'est que ce soir, de mon propre regard, je vois que la grande majorité des personnes que je vois ici sont beaucoup plus âgées que moi, ils connaissent beaucoup plus de choses que moi. Non, mais moi j'ai un petit regard sur un enfant. C'est une question de passion. Et c'est vrai que je me dis que j'aimerais bien quand même aussi qu'il y ait des jeunes comme moi qui posent ces questions, qui se disent où ça en est? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et comment faire? Oui, si on me permet, j'ai une question. On a bien compris que la lutte contre le fondamentalisme et l'extrémisme était une question des droits de l'homme, mais elle se mène politiquement et dans le cadre des droits humains. Or, on s'aperçoit que dans la lutte que les États mènent contre le terrorisme, contre le fondamentalisme, on en arrive à des législations d'exception, on en arrive à des tortures, on en arrive à des interventions armées parfois. Donc voilà, rappeler cette importance du respect des droits humains dans le combat. Mais j'étais très touchée par la conviction de beaucoup de jeunes, par exemple, 7 jeunes filles et beaucoup d'autres jeunes personnes qui manifestaient dans les rues de Tunis après les assassinats des intellectuels tunisiens par des djihadistes en Tunisie, Mohamed Brahmi, entre autres. Et ça m'a donné beaucoup d'optimisme de voir tous ces jeunes dans la rue. Il me semble que les jeunes, comme les personnes moins jeunes, sont divisées dans ces régions. Il y a certaines qui sont vraiment impliquées dans le combat pour la laïcité. Je pense par exemple à certaines jeunes en Algérie qui organisent des pique-niques publics en plein Ramadan. C'est une stratégie controversée, même pas tous les laïcs sont d'accord, mais c'est leur façon de mener le combat à eux, c'est-à-dire vous avez le droit de jeûner, nous
nous ne jouons pas et on ne veut pas sombrer dans l'hypocrisie. En Tunisie aussi. Donc, pardon. En Tunisie aussi. En Tunisie, oui, en Tunisie aussi. Et aussi ajouter quelque chose sur qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce qu'on peut faire en direction des jeunes, qu'ils soient de tous les âges, n'importe quel niveau scolaire. Sachez simplement que je vous invite, jeune homme, à regarder le site du CREAL, il y a plein de contributions. On a des projets avec des bibliothèques de l'agglomération de Rouen, on travaille avec Simone de Beauvoir ici, on a travaillé avec des centres socioculturels ou des bibliothèques à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Ouassel, et donc le CREAL se propose et travaille en partenariat avec plein de gens pour justement apporter dans le débat et dans la lecture d'œuvres, d'articles, des choses dont les jeunes pourraient se saisir, mais c'est pas toujours facile pour nous, effectivement. Voilà, donc juste un mot de conclusion pour remercier encore une fois Karima Bennoune que nous avons eu la chance d'entendre. Elle disait dans la précédente version de son livre, le moment est venu d'élever la voix. Et oui, le moment est venu aussi de donner la parole à ceux qui luttent courageusement et dont on nous a donné de nombreux exemples. Et il nous faut continuer